Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Arnaud Menu. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pour un éloge à Roger Olindre qui vient de nous quitter, puisque vous avez publié un livre, c'est Roger, Entretien avec Roger Olindre, aux éditions Synthèse Nationale. Tout à fait. Et nous avons illustré ce studio avec ce très beau portrait qu'a réalisé le peintre Alexandre Barbera Ivanov, qui était proche de Roger. Et je vais lire son petit message qu'il m'a envoyé ce matin, parce que je connaissais ce tableau magnifique. J'avais été voir sa galerie d'exposition et j'avais vu ce tableau magnifique. Et voilà ce qu'il écrit. Il est vrai que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup Roger. Ce portrait m'est sorti des mains en une journée. Un matin ensoleillé dans une salle du château de Neuvy-sur-Barangeon que Roger administrait pour le Cercle national des combattants, nous étions tous là, heureux au petit déjeuner. Tous ses amis, ses aides de camp, ses petites mains qui aidions pour l'organisation des cérémonies. Roger, amical avec tous, passait discuter de table en table. Il était très chaleureux, souriant, sincère. À un moment, il lui prit par bonheur de déclamer par cœur tout un poème de Victor Hugo sur une bataille napoléonienne. Ce poème terminait sur l'image d'un mur de feu. J'étais assis et le regardais, tout emporté par sa passion. Il me disait que c'était aussi bien sa parole qui était de flamme. Voilà l'inspiration de ce tableau en officier de chasseur à cheval de la garde impériale napoléonienne, au temps d'une épopée qui était à sa mesure, certainement. Et d'où ce mur de flammes au niveau de sa bouche, la pucelle des paras fichée sur son colbac. De profil, de là on pouvait voir partout la volonté, sur son front, sur son nez et ses yeux, et bien sûr son menton. C'est tout à fait ça. On pense qu'il a très bien résumé, et c'est surtout, je pense qu'il a bien résumé ce que j'ai essayé de faire transparaître à travers ce livre. C'est que Roger Olindre, au-delà de ses convictions, de ses combats, de ses engagements, c'est à la fois quelqu'un qui était très entier dans ses rapports avec les gens, et très entier dans sa fougue, dans sa flamme, et il avait un don, je pense, pour emporter les gens. Et quand on le voyait parfois, les différents entretiens que j'ai réalisés avec lui, je voyais dans un cercle plus restreint, plus privé, où il n'était pas, on va dire, en représentation, même si c'est pas péjoratif quand j'utilise le terme représentation. Il était vraiment très amical. Il prenait toujours des nouvelles des uns et des autres, savoir comment on allait. Ah oui, non. C'était un homme d'une humanité et d'une générosité absolument extraordinaire. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués aux arcanes de la politique, qui n'ont pas milité pour le Front National, nous allons donc faire un portrait de ce héros, parce qu'il est vraiment de l'étoffe des héros. C'est un homme absolument hors norme. Et pourtant, tout commence pas très bien. C'est un poussin des haies. Il dit qu'il est bâtard, mais Jean de La Varenne disait joliment que ces bâtards, c'était les poussins de haies, c'était des enfants qui naissaient dans la campagne. Et qui naissaient dans la campagne, effectivement. Donc, sa mère est un peu seule, et mais on voit Corse. En Corse. Après, ils vont habiter dans les Vosges, où c'est là, jeune enfant, qu'il a, je pense, son premier engagement qu'il a toujours marqué, auquel il est en fait resté toujours fidèle, c'est l'engagement de la promesse scout. Je pense que ce qui marque Roger Olindre, c'est vraiment cette idée de l'engagement et de la promesse scout. Après, les hasards de la vie font sa mère et lui vont habiter chez ses grands-parents à Paris. Et puis il y a la pension Clairbois aussi, qui a une importance folle. Je pense que deux choses, c'est effectivement ce qui explique aussi pourquoi Roger Olindre, jusqu'à le jour où il a rendu l'âme, est resté réellement chrétien, et vraiment un chrétien habité par la foi. Il avait une foi sincère, qu'il habitait pleinement. C'est à la fois effectivement le jeune enfant qui est scout et qui est allé jusqu'à quand même être scout routier, donc il a vraiment eu un véritable engagement scout, et c'est la pension du Clark-Carbois, et il le dit dans la première partie de l'entretien que j'ai réalisé avec lui, à quel point
la pension, le père Clairbois l'a marqué pour des valeurs qui maintenant peuvent sembler un peu désuètes. Ah non, elles ne sont pas désuètes, elles sont aux yeux de notre monde de... Oui. Ne me lancez pas parce que je vais... Non, mais qui notre monde sans valeurs. Or, les valeurs républicaines, qui, comme chacun le sait, ne sont pas de grandes valeurs. En tout cas, voilà, tout ce qui est l'honneur, la rectitude, la fidélité, et surtout la fidélité à la parole donnée. Ouais. Et ce qui fait qu'on arrive à un jeune pensionnaire qui a 15 ans, en 1944, à l'été 44, quand effectivement il l'explique au cours de l'entretien, l'armée allemande se replie, mais en ordre, avec discipline. À un moment, il se retrouve à Rosny-sous-Bois, où est la pension. Lui est déjà pris par, en quelque sorte, l'appel de l'aventure, l'appel de l'ailleurs, l'appel de l'extérieur. Il se dit, il a 15 ans, et il dit, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester spectateur. Donc il quitte en deux, il dit, je quitte la pension un peu, il fugue pour partir ailleurs, pour partir à l'aventure. Et il se retrouve à un moment qu'il y a un convoi militaire allemand qui est à la gare. Qui est arrêté, les wagons sont vides d'hommes. Voilà, mais sauf que... et donc il y a la pression de la foule, et il se dit à un moment, il voit, donc il a remarqué dans un des wagons qu'il y avait des mitrailleuses allemandes, mais avec l'appareil le plus complet. Il dit, je vais pouvoir la récupérer, et il explique que tout compte fait, à un moment, il y a d'autres unités qui arrivent, qui commencent à tirer sur la foule. Ouais. Donc lui explique qu'il est... il s'aplatit, il a dit, je vais aplatir par lui-même, et malgré tout, il arrive à récupérer ces deux mitrailleuses, à les cacher, et à un moment, arrive la fin de journée, après plusieurs heures, il rentre à la pension Clairbois, où il dit qu'il reçoit une volée de la part du père Clairbois, de la part du père Clairbois. Alors il explique ce qu'il a fait, il dit, bon, ils arrivent à récupérer les mitrailleuses. Et à les donner à différents groupes de résistants. À des groupes de résistants. Cet épisode est très joli parce que il a cette phrase, les autres aller chercher de la nourriture dans les wagons, moi j'allais chercher des armes. Ce qui, à 14 ans, plante le personnage. Ah oui, Puis il y a un autre épisode dans ce repli des armées allemandes, c'est qu'il voit, donc tout en ordre, et puis il y en a un plus vieux soldat qui est très fatigué, qui n'avance pas, et qui donc va être détaché du groupe. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va être flingué par la foule. Il est flingué par la foule et Roger se dit... Et Roger est absolument écœuré. Parce qu'il dit en plus, ce qui va se passer, c'est qu'il a pressenti qu'en plus, il y a de fortes chances que les soldats allemands voyant donc Bien sûr. Ce soldat un peu mal en point ayant été tué par la foule, par des résistants, on ne sait pas trop, se disent mais ils vont vouloir se venger. Bien sûr. Et tout le quartier aurait pu être rafalé. Voilà, c'était les lois de la guerre à l'époque. Et on voit que cet engagement à 15 ans, d'avoir un acte héroïque à 15 ans, et pas, il a fait vraiment un acte de résistance, pas prédomminamment résistant comme certains peuvent le dire dans la presse. Il a réellement fait un acte de résistance. Ça l'a marqué. Et toute sa vie a été à cette image, parce qu'il a multiplié les engagements. Et surtout, il a non seulement multiplié les engagements, mais c'est surtout ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il a multiplié les engagements très jeunes. On parlait effectivement... Il a changé sa carte d'identité, enfin, il a... Oui, parce qu'il voit à un moment... et donc il veut s'engager chez les marins. Il s'engage dans la Marine nationale au début de la guerre d'Indochine, c'est-à-dire dès 45-46. Ouais. Il a à peine 17 ans. Ouais. Or, donc il est mineur. Et il faut rappeler qu'à l'époque, la majorité pleine et entière est à 21 ans. Ouais. Il est mineur. Mais sauf que la Marine nationale permet, en fait, en quelque sorte, que quelqu'un qui a 17 ans révolu peut s'engager. Oui. Donc, vous avez... Oui, parce qu'il y a un aspect formation chez les marins. Donc, vous prenez un jeune adolescent, puisqu'il a 16 ans et demi, à peine 17 ans, qui... trafique l'état civil, il a expliqué, pour pouvoir s'engager à 17 ans. Ouais. Et c'est son engagement à la Marine nationale qui lui a ensuite permis d'avoir le surnom de Popeye, puisqu'il explique... Il part en Indochine. Voilà, il fait 2 ans. J'explique dans le livre qu'il se comporte réellement comme un corsaire, parce qu'il fait des actes qui rappellent un jambard, un surcouf. En fait, il attaque tous les bateaux, toutes les jonques qui ravitaillent le Viet Minh. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'il est en contact, c'est un deuxième contact, si je puis dire, avec la gente communiste. Oui, parce que
l'éducation du jeune Roger Olindre, enfant et surtout adolescent, et même le père Carbois, c'est une éducation très anticommuniste. Oui. Le père, oui. Le second père alors. Oui, celui qu'il considère comme son père. Son père, le père avait été à l'Action française. Il était à l'Action française et qui lui avait dit quand ils avaient vu... Roger avait donc en gros 7 ans quand ils ont vu le Front populaire, où ils ont senti qu'il y avait son père l'avait mis en garde contre les communistes à ce moment-là. Mais Roger explique que son père, donc celui qui l'a élevé, a été fait prisonnier en 1940. Et quand il revient de son camp de prisonnier, il revient avec une femme russe et en plus communiste. Alors, Roger explique le bazar que ça a fait dans la famille, pour pas dire plus. On va rester poli. On va pas rentrer dans les détails. Parce que le livre raconte tout bien. Mais on voit que cet engagement, et donc il fait à peu près 2 ans chez... et puis il va s'engager pour... et après il rejoint les parachutistes coloniaux. Pour l'armée de terre et les parachutistes coloniaux. Et c'est les parachutistes coloniaux, voyant que le côté... on le voit, un jeune homme, c'est un beau jeune homme. Un solide gaillard. Ouais. Qui doit déjà avoir son état d'esprit un peu moqueur, un peu frondeur, mais très, très engagé et très entier. Et c'est ses camarades parachutistes qui lui donneront le surnom de Popeye, parce que Popeye le marin, et il explique dans le livre qu'à un moment il dit « j'en ai un peu marre que tout le monde... » Il en avait un peu. Oui, bien sûr. Il l'appelle Popeye et il préférait que ça soit ses anciens camarades. Ce qui est très intéressant dans l'engagement, c'est qu'il fait son temps. Dans la lutte contre le communisme, il entend, donc il voit c'est l'un des premiers à vouloir rejoindre le bataillon des volontaires français pour la guerre de Corée. Il me semble que vous avez reçu, je crois, dans la fille du général Monclar, à ce sujet. Oui. Et on lui explique que c'est comme il a déjà un passé militaire, mais qu'il n'a pas encore 21 ans, on le refuse au bataillon Monclar. Et donc, ce qui fait qu'il repart en Indochine. Il fait des pieds et des mains parce qu'il est déjà revenu en métropole pour pouvoir rejoindre en fait et sauter sur Dien Bien Phu. Et vraiment, on peut dire qu'il fait des pieds et des mains avec les parachutistes. Le livre est quasiment un scandale public. Oui. En fait, quand on leur permet, tout compte fait, de pouvoir revenir en Indochine, Dien Bien Phu est tombé, mais il participe à la fin à une des batailles qui a été un peu oubliée parce que tout le monde pense que la guerre s'est arrêtée à Dien Bien Phu. En fait, elle a continué après la chute de Dien Bien Phu. Une bataille qui a été très importante, la bataille des Hauts-Plateaux. Alors, on va glisser parce que ces faits d'armes sont tellement nombreux qu'il nous faudrait la matinée. Il s'engage bien évidemment en rentrant en Algérie. Encore une fois, un engagement au forceps parce que on veut pas de lui. C'est-à-dire qu'on veut le garder comme instructeur chez les parachutistes. Voilà, parce qu'il fait merveille comme instructeur. Mais il va créer un groupe de soldats habillés en félaga pour mieux pénétrer les lignes ennemies. Il y a une photo qui est très connue, on le voit, c'est-à-dire que vous voyez Roger Olindre habillé un peu comme un indigène, comme un félaga, et effectivement, vous voyez les photos, et il raconte, ils ont fait des faits d'armes, il a été grièvement blessé, il réchappe de ses blessures, il a encore un nombre, il est cité plusieurs fois par ses chefs militaires, il reçoit encore des médailles, mais effectivement, Roger Olindre fait partie de ces soldats qui n'ont jamais reçu la Légion d'honneur de leur vivant, et même encore moins le jour non, mais c'est très galvaudé de nos jours, la Légion d'honneur. Et j'ai dit à Alexandre Barbera Ivanov que d'avoir un tableau peint par lui, c'était bien autre chose que la Légion d'honneur. Mais on sent que malgré tout, même si on peut considérer à raison que la Légion d'honneur est galvaudée et portée par n'importe qui maintenant, malgré tout, on sentait que ça, quand même, ça... Ah oui, c'est toujours très difficile de ne pas être reconnu par ses pairs, c'est évident. Et donc il crée ce qui fait félaga avec des hauts faits d'armes. À un moment, il quitte l'armée, il revient dans la vie civile, mais il reste en Algérie. Et il fait une œuvre très importante qui, là aussi, marque Roger Olindre jusqu'à ses derniers jours. Jusqu'à ses derniers jours, c'est l'engagement pour la jeunesse et la formation et l'encadrement. Et pas n'importe quelle jeunesse, la jeunesse musulmane. Oui, il est à Tébessa, dans le Constantinois, et il crée un groupe de scouts musulmans. Et on voit les photos,
C'est pas une invention, ils étaient très nombreux. Et c'est-à-dire qu'on sent que, voilà... Il y a et le courant est passé remarquablement entre ce héros et ces jeunes garçons. Parce qu'il était un héros. C'est d'ailleurs une préoccupation qu'il a toujours eue. Et plus tard, il dira, devenu homme politique, il dira « Mais vous ne vous occupez pas de cette jeunesse d'enfants d'immigrés, vous en paierez les conséquences. » Et son obsession, c'était de former ses enfants à autre chose qu'à des études débiles. Et puis surtout à aimer la France. Voilà, et alors, parce que pour lui c'était sa constante. Et comme lui, il s'était engagé pour que l'Indochine reste française, bien entendu, en tant que soldat, mais également comme civil, il s'est engagé pour que la régie reste française. Et donc il va créer un maquis, ce qu'on appelait le maquis Bonaparte. Et donc il va être mais ce qui est important condamné. Ce qui est important de noter dans le maquis Bonaparte, c'est que parmi les gens de ce maquis, il y avait les jeunes scouts de Tébessa. C'est-à-dire que il y avait les jeunes musulmans qui l'ont suivi parce que c'était Roger Olindre. Parce que c'était lui, oui, bien sûr. Non, c'est un homme qui transcende toutes les catégories, tous les peuples, tous les tiroirs, en réalité. Ce qui est très très intéressant aussi, c'est son activité politique après. Donc il va très vite créer le cercle du Panthéon. C'est-à-dire qu'il sort de prison parce qu'il était emprisonné 2 fois. En fait, la première fois dans la prison de Beaune, et je raconte avec un entretien avec Jacques Canazova, qui était l'un des jeunes qui a participé à cette évasion de Beaune pour reconstituer le maquis Bonaparte. À la fin, Roger, parce qu'un officier s'était servi de la fidélité de Roger à la parole donnée, en fait, il est à nouveau pris, il va à la prison de Toul, il fait 4 ans, et à peine sorti de prison, pour lui, l'engagement est toujours là, est toujours total. Donc il participe effectivement à la campagne présidentielle de 1965 dans les comités Tixier-Villeneuve-Tours. Et là, on voit déjà le Roger Olindre que certains ont connu, c'est-à-dire l'organisateur, celui qui fait vivre on va dire la troupe. Alors, ce que je voudrais souligner aussi, c'est quand même, c'est l'homme qui ne laisse pas une injure à la France ou une injure à l'armée française sans réaction. Voilà ce qu'il écrit. « J'ai toujours défendu la mémoire de l'armée française. C'est pourquoi j'avais organisé les manifestations contre la pièce de Jean Genet, Les Paravents, qui était jouée au théâtre de l'Odéon à Paris. À un moment dans la pièce, un des acteurs, les personnages sont des militaires français, pète au visage d'un soldat mort en disant « On va lui faire respirer le bon air de France ». En plus des manifestations, voilà, ils ont envahi le plateau, on en a tabassé pas mal, on ne laissait jamais la rue aux communistes, nous étions seuls face à eux, jamais avec les gaullistes. Mais c'est la manifestation. Quand on pense qu'on ose parler de M. Genet avec référence, alors que c'est quand même quelqu'un de Dieu, au lendemain de tous ces conflits, au lendemain de la dernière guerre, au lendemain de l'Indochine, de l'Algérie, où tant de jeunes soldats sont morts, faire une pièce de théâtre où un des acteurs pète au visage d'un mort, là, je trouve que c'est Et pour Roger Olindre, c'était comme pour lui, c'était inadmissible. Et donc, il a, dans le cadre d'une organisation, on va dire, sans parti, où il y avait plusieurs organisations et de jeunes, il a effectivement encadré les manifestations contre le théâtre, qui l'ont fait connaître, même si c'était... Et là, il y avait déjà, on va dire, des bagarres avec les gauchistes, effectivement. Les gaullistes étaient totalement absents. Et il y a aussi l'engagement, effectivement, dans les comités Texier-Villeneuve-Court, au cercle du Panthéon, où il a vu le bivouac du Grognard, donc il est déjà... Il avait créé un restaurant. Au cercle du Panthéon. Il y a autre chose qu'il faudrait souligner, c'est son activité de grand reporter. Oui. Il a travaillé à Paris Match, au Figaro Magazine, et ses livres sont d'une documentation absolument en béton. À tel point qu'il y a un livre qu'il a consacré au Japon, a reçu le prix Asie en 1980. Oui. Et ce que je trouve, c'est qu'il a des trouvailles. Cette trouvaille sur cette déclaration d'Obama dans une télévision allemande Vox en février 2015. Voilà ce que dit Obama. « Nous devons forcer la main des pays qui ne font pas ce que nous voulons qu'ils fassent. » Et après, il y a eu la Serbie, la Libye, l'Irak, l'Ukraine et la Syrie. Il avait le don de rechercher l'information qui tue, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui considérait qu'en aucun cas, il ne devait être pris en défaut pour des déclarations prêtées aux autres.
Et il tirait au bazooka contre tous les menteurs. Paxton était sa bête noire. Voilà, un certain nombre de... mais surtout sur la politique, l'armée, le comportement des soldats français, pour lui c'était inqualifiable. Mais tous ces livres, en fait, comme il allait chercher toujours la bonne source et la source vraie, il n'a jamais été condamné. Oui. C'est important de le rappeler. Oui, vous avez raison. Oui, non, il était incondamnable. Mais pour revenir à ce que vous expliquiez tout à l'heure, Anne, sur sa lutte permanente contre le communisme, c'est également dans les années 60, car on peut parler d'une sorte de préfiguration de ce qu'allait devenir le Front National. C'est une union de tous les patriotes et les nationalistes contre le communisme, sur un point précis, qui était le Front uni de soutien au Sud-Vietnam. C'est-à-dire, à l'époque, vous aviez toute la gauche et l'extrême gauche qui soutenaient, en fait, les guérillos, les maquis communistes au Vietnam du Sud et l'armée du Nord-Vietnam, c'est-à-dire le Chi Minh. Les gaullistes avaient une attitude, il est vrai, pour le moins équivoque sur cette question. Alors que c'est une vieille attitude, oui. Roger Hollande, dans la rue, il a fait plusieurs manifestations. Et c'est notamment lors d'une exposition qu'il organise dans le cadre du Front uni au Sud-Vietnam, fin avril 1968. Oui. Où il y a un commando, on peut réellement parler d'un commando de militants maoïstes qui agressent... Qui sont venus tout casser. Non seulement ils sont venus tout casser, agresser tout le monde, mais ils l'ont lynché. C'est-à-dire que ce qu'il a sauvé, c'est comme ils l'ont pendu par la cravate. À un moment, le poids du corps a fait qu'il est tombé, mais il voulait réellement le tuer. Il a expliqué que pendant des mois, il a eu du mal à respirer, qu'en plus, ils avaient piqué son portefeuille. Et en réaction, vous avez les militants nationalistes à l'époque, et notamment le mouvement Occident, qui dit on ne peut pas laisser passer ça, donc on va se venger. Ce qui fait qu'il dit on va répliquer à Nanterre, qui était déjà le bastion des étudiants gauchistes. Et la décision de l'université de Nanterre, on ferme l'université. Les gauchistes se sont repliés à la Sorbonne en mai 68. Et la suite, on la connaît. Et le mouvement est né. Donc on peut dire qu'en quelque sorte, c'est la tentative de meurtre contre Roger Hollande qui est un peu l'étincelle qui a créé mai 68. Donc il était déjà là aussi, au cœur de l'histoire, malgré lui. Ce qui est très intéressant, c'est ces réunions où il essaye de réunir les hommes et les femmes qui viennent d'horizons. Vous n'êtes pas d'accord à 100%, on s'en fout. Vous n'êtes pas d'accord à 90%, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous soyez d'accord sur l'essentiel. Ça, c'était un sacré bonhomme. Quand on parle effectivement de la création de ce qu'allait devenir le Front National, effectivement... Le mouvement Renouveau a eu sa part, Jean-Marie Le Pen bien entendu, mais on oublie quelqu'un qui faisait déjà l'intermédiaire et qui, à mon avis, a permis vraiment la création du Front National, c'est Roger Hollande, parce que ce qu'il explique au cours des entretiens, c'est pour lui, il était hors de question d'abandonner le combat. C'est-à-dire qu'on sentait déjà que tant qu'il avait un souffle de vie, il continuerait de lutter et de combattre. Alors il faut rappeler son humour aussi. Ah oui. Il met en scène deux personnages, Jean sait rien et Jean sait pas plus. Oui. Il y a ça, puis il y a aussi le coup qu'à un moment il est reporter, je crois, pour Paris Match, et à un moment il y a une réception, je crois... Oui, il se déguise, il se déguise, oui. Et en fait, comme lui est déguisé comme un évêque plus ou moins en représentant direct du pape, et c'est le moment où il y a le Chili et l'Argentine s'affrontent en fait pour le contrôle d'îles dans le canal de Beagle, c'est-à-dire que on est quasiment dans la Patagonie, près de la Terre de Feu, le détroit de Magellan. Et à un moment, lui fait croire qu'en fait, il est le représentant du pape chargé de ces questions, mais sauf qu'il y a une secrétaire de l'ambassade qui connaît très bien Roger Hollande et son compagnon, et qui est effarée, et en disant « mais qu'est-ce qu'ils vont me faire comme coup pendable ?» Où il y a Jacques Casanova qui me raconte lui aussi une autre histoire, où il fait croire à une espèce de coup, il arrive à récupérer des documents militaires en fait pour mobiliser des vieux camarades, ça crée un tel scandale. Mais ce qu'explique Jacques Casanova, c'est que comme Roger Hollande est quelqu'un de fidèle et qui prend sur lui quand même des erreurs sont commises, c'est-à-dire un vrai chef, il n'a jamais dénoncé, il n'a jamais expliqué comment il avait récupéré ces documents militaires, et même si ça lui a causé des problèmes après. Alors, on ne l'a pas dit, mais il a été député du Front National. 2 ans, vous vous rendez compte, la France a eu des députés au Front National 2 ans. C'était déjà trop, n'est-ce pas? Entre 86 et 88, et puis 86, le scrutin est à la proportionnelle, donc les députés du Front National arrivent, et en 88... on revient au scrutin majoritaire. Majoritaire pour être bien sûr d'éliminer
ces gens qui ont des idées un peu trop saines. Il faudrait quand même pas... Et ce qui se passe, c'est que même si son mandat n'a duré que 2 ans, je pense que les députés s'en souviennent encore. Et surtout des propos... Oui, parce qu'il était tonitruant à l'Assemblée nationale. On sentait que dès qu'il avait un micro et qu'il y a une tribune et qu'il pouvait exprimer le fond de son cœur, le fond de sa pensée, il le faisait à sa manière, c'est-à-dire d'une manière très entière. Alors, on va lui laisser la parole dans ces dernières secondes. Cher Arnaud Menu, je rappelle, c'est un livre que vous publiez chez Synthèse Nationale. C'est Entretien avec Roger Olindre. C'est dans une lettre ouverte à la jeunesse de France en août 2016. N'oubliez pas que vous vivez sur une terre chrétienne, hier, fille aînée de l'Église. Vous êtes en majorité catholique. Soyez-en fiers. La France est le pays le moins raciste du monde. Mais vous avez le droit et surtout le devoir de rester catholique et français toujours. Et tous ceux qui viennent d'ailleurs, disposant chez nous de toutes les libertés et de tous les avantages sociaux, doivent respecter nos lois et nos coutumes. Oui, méfiez-vous des provocateurs. Soyez respectables pour être respectés, afin que vive la France. Ah oui, c'était au point d'honneur, c'est-à-dire qu'en plus Roger Olindre, quand il était cadre et dirigeant du Front National, a passé son temps à lutter contre toute forme de provocation. Il considérait que c'était inacceptable parce que justement, comme il considérait qu'on représentait la France, en aucun cas Bien sûr. on devait être provocateur ou mal se conduire. Et puis je donnerai un conseil aux téléspectateurs, c'est de taper sur YouTube et ils auront pléthore de discours de Roger Olindre. Et s'ils l'ont jamais entendu, ils auront ce coup au cœur que moi j'ai eu, puisque je l'ai entendu sur Radio Courtoisie bien des fois. Et à chaque fois, je laissais tout tomber et j'écoutais tellement cet homme parlait à l'esprit, à l'âme et au cœur. Voilà, merci beaucoup Arnaud Menu de nous avoir entretenu de votre ami Roger Olindre. Merci beaucoup. Ami de TV Liberté, à très vite. Amis TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Pierre Lours. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous avez travaillé, vous êtes un fidèle auditeur de cette émission, nous nous connaissons depuis très très longtemps. Vous avez un blog qui s'appelle Une clé des champs. Une clé des champs. Ça m'amuse beaucoup comme expression. Ça veut dire que vous avez besoin de prendre de temps en temps la clé des champs? Oui, je crois qu'on a tous besoin de prendre effectivement la clé des champs, ou de prendre quelques détours, de s'aérer quelque peu. Et alors? Même si nous vivons dans une époque formidable. Formidable. Et nous parlons ce matin de communication, voire même de publicité. C'est pour ça que vous avez choisi d'ailleurs cette belle illustration avec cet aimant qui accroche nos âmes, nos regards. Et c'est une publicité de Savignac, qui était un grand affichiste français. Et qui était très intelligent. Très intelligent et qui essayait de trouver en fait des symboles qui soient immédiatement compréhensibles. Je crois qu'il a un petit musée à Trouville. Oui, absolument. Voilà. Et alors il disait qu'une bonne affiche, en gros, vous avez 2 secondes d'attention sur une bonne affiche. La première seconde, c'est pour attirer l'attention. La deuxième seconde, c'est pour faire comprendre. Oui. Et imprimer un message. Voilà. Et c'est compliqué parce que souvent, il y a une contradiction entre attirer l'attention et faire comprendre. Oui. Alors, sauf que vous et moi, nous lisons les images comme nous lisons un livre. Oui, on a plus de temps. Alors, je ne crois pas que ce soit ça, parce que moi, de tout temps, j'ai regardé les publicités avec... en essayant de détecter, d'abord parce que j'ai toujours été horrifiée du poids de cette publicité qui s'étend. Vous avez vu que maintenant, le Sénat à Paris, les jardins, les parcs sont utilisés pour avoir du mobilier publicitaire. Les grilles du Sénat sont couvertes de photos, mais même la cathédrale de Fourvière, la basilique de Fourvière à Lyon, l'évêché a trouvé normal de mettre toutes les têtes des gens dont il s'occupe dans le monde. Et quant au parc de Madame Elisabeth à Versailles, vous êtes quand même dans
dans un lieu de rêve, avec cette maison d'une simplicité toute 18e siècle. Et vous avez le long d'un jardin, c'est un jardin à l'anglaise, hein, c'est pas un jardin à la française. Donc vous avez un chemin qui ondule, et le long de ce chemin, vous avez des panneaux sur lesquels il y a de grandes affiches qui représentent quoi? L'architecture contemporaine. Ah oui, C'est donc... nous sommes complètement encadrés, si vous voulez. On est encadrés et il faut qu'on tombe dans le panneau. D'ailleurs, Fauré, qui était un autre affichiste avec lequel j'ai travaillé, qui est un grand créateur d'affiches, qui est disparu il n'y a pas longtemps, disait « La bonne affiche, c'est celle qui vous fait tomber dans le panneau ». Voilà. Et je crois que c'est ça. On est dans une époque où la com est absolument omniprésente, où la publicité est omniprésente, parce qu'en fait, on veut nous diriger. On veut nous conduire. Nous manipuler. Bien entendu, bien entendu. Et ça, dans notre vie privée, comme dans notre vie publique. Et on veut nous manipuler même avec des slogans qui veulent dire quelque chose, mais même parfois avec des slogans qui ne veulent rien dire, mais qui nous occupent. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film de 75 où Audiard disait « C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule ». Eh ben, c'est souvent d'ailleurs ce que font les publicitaires. Ils n'ont rien à dire, mais ils l'ouvrent quand même, parce qu'il faut occuper le terrain. Il y a une espèce d'existentialisme de la communication, si vous voulez, qui est absolument insondable. C'est un vide insondable qui est meublé de sons, qui est meublé d'images, qui est meublé de mots. Restons d'ailleurs sur le mot communication, qui, moi, est un mot qui me fait toujours bondir. C'est quand même une façon, la communication des hommes politiques, c'est une façon d'habiller soit un discours creux, soit un vide, soit au contraire pour cacher mille et une choses. Bien sûr. Et d'ailleurs, bien souvent, et ça c'est vrai pour les hommes politiques, mais pour même la publicité commerciale, quand vous voyez un slogan, vous pouvez vous dire que la réalité, c'est exactement l'inverse du slogan. Si vous voyez par exemple une entreprise qui vous dit nous sommes proches de vous, c'est qu'en fait ils ont du mal à être proches de leurs consommateurs et que il faut faire croire que. Voilà. C'est terrible. C'est le mensonge. Et c'est le mensonge, c'est vrai, mais c'est aussi, je crois, parce que notre société est de plus en plus éclatée. Elle est de moins en moins soudée, elle fait de moins en moins nation, elle fait de moins en moins pays, elle fait de moins en moins société, comme disent les gens de gauche, faire France, n'est-ce pas? Et quelle donc, horreur! C'est épouvantable comme expression. Mais comme on ne fait plus corps, comme on dit dans l'armée, faire un corps d'armée, comme on ne fait plus corps, il faut faire comme. Mais comme COM et comme CO2ME aussi. Joli jeu de mots. Voilà. On ne fait plus corps. Alors vous vouliez nous parler de ce qui vient de se passer récemment à Paris, au Louvre, et à côté du Grand Palais et du Petit Palais avec Kunz. Alors commençons par le Louvre. Oui. Parce que là, ce que vous m'avez appris me... Alors, vous savez qu'en ce moment, il y a une exposition Soulage. Ce monsieur va verser 100 ans. Comme quoi, ça conserve. Donc, le Louvre l'accueille en lieu et place des peintures italiennes d'avant la Renaissance. Alors, ce qu'on appelle tout de même, il faut quand même le dire, c'est ce qu'on appelle les primitifs italiens, ce qui est pour moi le summum de la peinture. C'est vraiment le nec plus ultra en latin. Et donc on dégage, on les met dans les réserves. Ah bah je suppose qu'ils les ont pas achetés quand même. Oui. Et donc le salon carré devient une sorte de showroom. De showroom pour Monsieur Soulage. Mais pour longtemps ou pour... Alors ça, c'est pour l'espace de cette exposition. Je ne sais plus jusqu'à quand elle dure. Tout ce que je sais, c'est que si vous voulez aller voir les tableaux de Soulage, ça vous coûtera 17 €. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est beaucoup, les tableaux de Soulage ou les gravures de Soulage, c'est avant tout du noir. Parce que ce monsieur a l'outrecuidance de prétendre qu'il a inventé l'outre noir. L'outre noir, comme le bleu outre-mer. Voilà. Et donc, en fait, quand vous verrez toutes ces salles, etc., qui vont illustrer notre propos, vous verrez, c'est avant tout des tableaux noirs
ou soit tout noir avec des matières un peu différentes pour chaque tache, soit des espèces de griffures, un peu comme Hans Hartung. Ouais. Mais Hans Hartung, il avait, si je puis dire, une raison. On pouvait l'excuser parce que cet homme avait une vie très compliquée, très difficile. Ouais. Bon, je ne pense pas que Soulages ait une vie aussi difficile que Hans Hartung. Et donc, si vous voulez, cet homme, qui pour moi est une sorte, je l'ai surnommé la colique noire. C'est pas la tulipe, mais la colique. Là, les tulipes, ça sera pour Kounz. Vous nous faites du bien, vous nous faites du bien, vous n'imaginez pas. Alors, la colique noire, eh bien, elle est sur tous les murs de cet endroit du Louvre, qui avant était quand même un endroit chatoyant grâce à toutes ces magnifiques peintures italiennes, voilà. bien sûr. Et alors, ce qui est assez drôle, alors on peut faire un peu d'humour noir avec le pape de l'Outre-Noir, un des deux commissaires d'exposition s'appelle Pierre Encrevé, Oui. et malheureusement pour lui et pour ses proches, il est mort. Et sur le site du Louvre, vous voyez Pierre Encrevé avec une petite croix juste là-dessus. Ça ne lui a pas porté bonheur. Non, enfin bon. Alors, il y a un autre... amuse-gogo, parce que on est dans ce domaine-là, parce que c'est prendre les Français pour des gogos. C'est le bouquet de Jeff Koons. Ah, ouais. Ah, ça, c'est le bouquet. Ça, c'est vraiment le bouquet. Alors, d'abord, on dit que c'est un bouquet de tulipes. C'est baptisé comme ça, bouquet de tulipes, en anglais, évidemment. Et bouquet de tulipes, il faut déjà se demander si ce sont vraiment des tulipes. Moi, je verrais plus des espèces de bourses molles. Oui. Un peu dégonflé, Oui. vraiment. D'autres y voient des anus. Alors ça, bon, on peut voir. Le Michaud y a vu oui des anus. Ah oui Oui. Ah oui. Spécialiste d'art tout de même, Oui. et connaissant bien ce milieu. Donc on n'est pas loin l'un de l'autre. Non, On a une certaine proximité dans l'interprétation. mais vous savez que l'anus devient très à la mode, puisque j'ai vu que certains, aux États-Unis, qui est le pays du progrès, se faisaient bronzer l'anus. Alors ils se mettent allongés, ils élèvent les jambes et ils se mettent dans l'axe du soleil pour que leur petit anus bronze. Voilà, nous en sommes là. Ça, c'est intéressant. Nous en sommes là. Très intéressant. Alors donc là, vous avez... Il y a une focalisation sur cette partie-là. Oui, certainement. Alors donc peut-être que Koons est dans cette optique. C'est pas impossible. Donc il y a 11 tulipes. Oui. Bon, on va prendre tulipe quand même puisqu'il est baptisé comme ça, de couleurs différentes, qui sont tenues par un avant-bras et une main. C'est pas une sculpture, à l'évidence c'est un moulage. Vous savez qu'en sculpture c'est pas compliqué. Hein. Vous moulez une partie du corps et avec les ordinateurs, etc., on vous fait cette partie du corps en 10 mètres, 15 mètres, 5 mètres, comme on veut. Bon. On peut même faire la même chose avec une image. Prenez une image et on la transmute. Ça s'appelle l'impression en 3D. Voilà. Bon. Donc nous avons reçu Combaz. Oui. Christian Combaz, qui est un artiste en la matière. Voilà, bon. Et enfin, pour moi, c'est pas de la sculpture de faire ça. Bon, enfin, peu importe. Alors, toujours est-il que... Alors, vous avez raison, c'est pas de la sculpture, mais d'abord, Combaz est un peintre. Oui, c'est un peintre. À l'origine, c'est un peintre. Et deuxièmement, c'est une façon de rapprocher la sculpture de monsieur et madame Dupont. Certes. Bon, tout le monde ne peut pas aller au musée Rodin et s'offrir... Ça coûte quand même assez cher, hein, les statues les statues qui sont reproduites, c'est quand même de l'ordre de 300-400 francs. Oui, bien sûr. 400 €, pardon. Et donc, c'est pas donné. Je trouve que c'est assez fascinant, d'autant plus que vous pouvez faire ça avec votre grand-père. Vous avez une photo du grand-père et vous pouvez la faire reproduire en 3D et mettre votre grand-père au milieu du salon. Alors, la seule chose qui manque, si vous voulez, c'est l'inspiration. Et je ne doute pas que Combaz en a pour ses dessins et sa peinture, mais si vous voulez... si vous prenez une image et que vous la faites transformer en sculpture via ordinateur, bien sûr. l'inspiration de l'artiste n'existe pas. Mais il faut toujours un artiste derrière, voilà. bien sûr. Alors, s'il prend une image qu'il a créée, lui, avec ses pinceaux, etc., là, on change un petit peu de choses. Absolument. Bon, alors, donc, toujours est-il, pour revenir à Koons, donc, ce monsieur a offert, entre guillemets, ce bouquet de tulipes qui fait quand même, je dirais, 5-6 mètres de haut, sur à peu près autant de large. Qui pèse des tonnes. Et à la ville de Paris, alors ça pèse des tonnes, bien entendu, et la ville de Paris a accepté ce cadeau.
qui est en fait pas un cadeau, puisque c'est un... C'est nous qui payons. On paye l'installation, Enfin, les Parisiens, qui n'est pour pas une terminée d'ailleurs, cette installation, et vous verrez sur les photos. Cette installation a été faite derrière le Petit Palais, qui est quand même un endroit magnifique, donc de la fin du 19e. Évidemment, c'est une sorte de pollution. Il faut dire les choses, c'est une pollution artistique. Oui. Hein, il y a eu les tags qui sont assez souvent des pollutions, il faut bien le dire. Il y en a certainement quelques-uns qui sont géniaux. Il y en a quelques-uns qui sont beaux. Bon, mais, notamment à Montmartre, il y a un artiste à Montmartre qui est très doué. Il y a quelques taggeurs qui ont du talent. Il faut pas. Mais là, c'est pas des tags, c'est des dessins d'artistes. Oui, c'est des dessins. Mais là, en l'occurrence, c'est une espèce de sculpture qui est une pollution, qui est une espèce d'éjection tout près du Petit Palais. Et évidemment, tout ça pour faire la publicité à Kunz. Parce que le système Kunz ou le système d'autres artistes contemporains du même type, c'est une sorte de trilogie, Anne de Queyros l'a bien dit, Aude de Queyros, pardon, l'a bien dit, entre, d'une part, les galeries, les États et les collectionneurs. Mais cela dit, et il en est très mari, il a été très attristé par la réaction très négative à son œuvre. Alors, il a beaucoup gagné d'argent, mais il commence à sentir que ça ne passe plus. Il a quand même des problèmes. Voilà, alors donc pour Kunz, si vous voulez, je crois qu'il faut essayer d'éviter d'aller derrière le Petit Palais, ça ne sert à rien. Il faut mieux rentrer dans le Petit Palais, qui est un magnifique endroit. Moi, je pense que j'aurai un jour un accident, parce que si vous êtes sur cette trajectoire, je regarde, je pense qu'un jour, il va m'arriver le coup qui est arrivé à la reine, à Diana d'Angleterre. Ce sera le coup de Kunz. Le coup de Kunz. Alors, vous vouliez nous parler aussi de messages de certaines publicités qui vous avaient étonné et qui nous a fait nous rapprocher, d'ailleurs. C'était au début de l'été. Oui, au début de l'été. La marque Figaret. Oui, si pour ne pas la citer. Des chemises qui sont... Donc c'est un chemisier assez célèbre qui... Très chic. Très chic, avec des chemises qui sont relativement chères, mais qui sont d'une certaine qualité. Qui dure, monsieur. Donc, oui, alors donc c'est rentable. On va dire ça comme ça, oui. En fin de compte. Et donc j'étais très étonné de voir dans leur vitrine la photo d'un homme qui... ne porte pas de chemise. Oui, d'abord, et qui a été condamné en justice donc pour notamment des violences vis-à-vis des femmes. Oui. Pour ne pas rentrer dans les détails. Alors vous me direz, c'est du passé, et tout le monde, une fois qu'on a purgé sa peine, on a le droit évidemment au pardon. Et d'ailleurs, c'est, paraît-il, pourquoi cette marque de chemise a demandé à cet homme de poser en vitrine. C'était pour le réhabiliter. C'était un peu, il y avait une idée de réhabilitation. C'est pas chrétien, ça? Si, c'est gentil. Chrétien. Vous ne voyez pas le... Non, mais c'est pour ça que moi je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Donc, mais j'ai quand même été un peu étonné. Cet homme qui vit en suite à capuche, principalement, donc représente cette marque. Mais ils ne l'ont pas laissé très longtemps en vitrine. Oui, parce que je crois qu'ils ont dû avoir quelques réactions. Les hommes très chics qui vont s'habiller chez Figaret n'ont pas du tout accepté, je pense, d'être identifiés avec cet homme. Alors, mais ce qui est drôle, c'est le cassage des codes. Il faut casser les codes. Oui. C'est ça. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que je ne pense pas que cette marque aurait eu l'idée de prendre un Français de souche, comme on dit, un Français blanc, vert, orange ou je ne sais quoi, pour mettre en lieu et place de cette image. C'est-à-dire de prendre un ancien harpé de justice qui aurait été condamné pour je ne sais quoi. Non, ça n'aurait pas été intéressant. Il fallait effectivement choquer le bourgeois ou le petit bourgeois. Et donc c'est pour ça qu'on a pris cet acteur... que vous connaissez. Mais alors en fait, est-ce que le but n'est pas de faire parler ? Sans doute, effectivement. Qu'importe la réaction, on en parle à table. Oui, c'est un peu un des credos des communicants, c'est qu'il faut mieux qu'on parle de vous en mal qu'on vous ignore. Oui. Bon, à mon sens, c'est à courte vue tout ça. Mais de toute façon, le communicant, il est payé à courte vue. Hein, parce que je pense que l'acide, quand même, agit. À chaque goutte d'acide, il reste un trou, quand même. Absolument. Et puis alors, vous nous parliez de Ford, la publicité Ford. Alors ça c'est très drôle. C'est très drôle. Et alors là, on n'est pas du tout avec le même personnage. C'est un judoka
Judoka? Oui, je crois que c'est un très bon judoka. C'est un grand athlète français qui s'appelle Teddy Riner ou Reiner. Oui. Hein, parce que, bon, D'origine martiniquaise. ah oui, je ne connais pas bien. Je ne suis pas bien tous ces sports-là, mais en tout cas, c'est un grand athlète. En tout cas, il est noir. Oui, il est noir, bien sûr. Il dirige une réunion. Qui est en ligne sur YouTube. C'est un clip publicitaire. Et donc, il dirige une réunion avec lui en bout de table, qui préside, et puis trois ou quatre personnages, hommes et femmes, qui sont blancs. Lui est noir, les autres sont blancs. Ouais. Et si vous voulez, on se rend compte au travers des échanges qu'il est vraiment là comme un petit tyran. C'est lui qui commande. C'est lui qui, mais il ne commande pas seulement comme n'importe quel chef de service pourrait commander. Oui, oui. C'est vraiment de la tyrannie. C'est le tyranno de village qui impose sa loi et les autres sont complètement soumis. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait inverser les acteurs. Si Ford avait pris un blanc de souche, machin, 50 ans, avec une sale tête, etc. Qui opprime trois cadres noirs. Trois cadres noirs, jaunes, et d'autres couleurs, peu importe. Là, on aurait crié au scandale. Au scandale. Donc, si vous voulez, là, ce qui est extraordinaire, c'est que d'un côté, ça va, et de l'autre côté, ça ne va plus. Ça ne va pas. On est d'un côté et de l'autre côté des Pyrénées. Nous sommes dans un cadre bien précis et il y a un message. Le message, c'est toujours le même, c'est le monde anglo-saxon, il faut apprendre l'anglais. Moi, la vitrine de ma pharmacie, un produit pour les varices, il y avait Joliba, alors je m'approche, et c'était Be Yourself. Oui. Là, je me dis, mais on est où, là? Be Yourself. Et alors, en ce qui concerne l'anglais, moi, j'écoute tous les matins d'une manière assidue BFM Business, parce que ça permet de sentir, si vous voulez, l'ambiance. Comme j'écoute aussi France Culture tous les matins. Oui. Je pense que je vais avoir une décoration. Mais bon, je les écoute tous les deux. Et donc, sur BFM Business, ce qui est assez drôle, et ça c'est pendant toute la journée, c'est que tous ces hommes d'affaires, ces boursicoteurs, ces financiers, etc., ces banquiers, ces hauts fonctionnaires qui viennent pour parler d'économie, parlent tous en maniant à certains moments des expressions anglaises, et juste après avoir dit l'expression anglaise, ils vous la traduisent en français. Alors non seulement ils vous snobent avec l'anglais, mais après ils jouent les professeurs. Voilà, ils jouent les professeurs en disant vous êtes un peu con, vous ne devez pas comprendre, hein, et donc je vous le traduis. C'est magnifique. Ce monde est délicieux. Ah, c'est magnifique. Ce monde est plein de délicatesses. Ils sont très drôles. Alors, il y a autre chose qui nous vendent aussi, c'est bien sûr le sexe. Le sexe à tout va. Les mannequins sont de plus en plus exhibitionnistes. On est effaré de ce qu'on voit, ou ce qu'on pourrait voir en tout cas. Enfin, à tel point que les municipalités sont obligées de temps en temps d'interdire ces publicités. On nous vend du sexe, on nous vend l'unisexe. Il faut que ce soit des femmes qui ressemblent à des hommes. Ou des hommes qui ressemblent à des femmes, c'est le mouvement actuel. Il n'y a pas de diversité entre les hommes et les femmes, il n'y en a plus. Il n'y a plus de diversité. La diversité, c'est réservé il faut de la pour diversité, d'autres choses. la diversité partout, mais pas pour non, pas pour là. Non. Et puis, le cassage des codes, ça me frappe beaucoup. Enfin, il faut casser tous les codes. C'est un sport... c'est le sport actuel. On déconstruit, hein, c'est les déconstructeurs. C'est les déconstructeurs, vous avez exactement le mot. Et puis, c'est 68, hein, tout ça c'est 68. On vit une époque qui est une prolongation de 68, mais multipliée par la technologie. Le numérique et tous les logiciels, etc., qui font que vous faites ça et vous avez ce que vous voulez. Alors ça se paye, etc. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais ça donne l'impression, donc, à tous les individus que tous leurs caprices sont acceptables et vont être réalisés. C'est 68. 68, c'était le caprice, avant tout. Oui, absolument. Avant tout. Et donc là, on est dans une prolongation. Et quand on dit, si vous voulez, que la gauche, par exemple, a perdu idéologiquement, moi, je crois que c'est pas vrai. Ah non, c'est absolument pas vrai. C'est la catastrophe. C'est au contraire. C'est la pleine victoire. Mais il faut dire qu'avec les gogos qui caractérisent les spectateurs, c'est facile.
C'est facile. C'est facile. Enfin, vous vouliez aborder le problème des échafaudages de publicité Oui. qui polluent quand même effrayamment, ne serait-ce que la Concorde. Oui, Quand bah vous oui, arrivez à la oui. Concorde et que vous avez Swatch et Nikon de l'autre côté, Oui. Alors, soi-disant, enfin, même sûrement d'ailleurs. Oui. Il y a des. ils sont exemptés je veux dire, si ils donnent une partie de une partie de l'argent pour payer ces publicités et donner pour au monument. refaire la construction Oui. en question. Bon, donc au départ, il y a une bonne intention. Oui. Mais évidemment, Mais vous avez... derrière une bonne intention, il faut toujours se c'est toujours méfier. pareil, bien sûr, bien sûr. Bon, alors donc ça, effectivement, la pub sur les échafaudages, il faudrait regarder un peu plus près et faire un certain choix parmi toutes ces pubs qui sont acceptées. Mais on pourrait aussi parler de Notre-Dame, qui a reçu, comme vous le savez, la Fondation a reçu énormément de promesses de dons ou même de dons déjà effectués. Alors là, on est dans, évidemment, là aussi, non pas dans une action gratuite et délibérément gratuite de la part de Kering, de L'Oréal, de LVMH, etc. Mais c'est un mécénat qui, au total, est intéressant quand même pour la collectivité et pour la nation et pour notre culture. Donc, oui, mais c'est le cas type du détournement d'impôts. Parce qu'en fait, c'est un détournement d'impôts. Il eût été beaucoup mieux de correctement entretenir cette cathédrale dont le soin revient à l'État, à la République, qui l'a volée aux catholiques. Et il eût été beaucoup plus simple de l'entretenir correctement et de ne pas permettre à n'importe qui d'y pénétrer. C'est vrai. Alors bon, on sait pas. Alors ce qui était assez drôle, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu cet incendie, ça c'était pas drôle du tout l'incendie, mais quand il y a eu cet incendie, 1h30 après l'incendie, ou 2 heures, il y avait des déclarations tonitruantes du préfet disant ce n'est pas une cause criminelle. Oui, non, c'était beaucoup plus qu'une demi-heure. C'est 5 minutes après. Ouais, le premier homme public qui s'est exprimé, ce n'est pas. Alors, en fait, évidemment, comme notre pays vit, si vous voulez, sur une sorte de fournaise qui s'est pas encore déclarée, on est dans une situation excessivement... On marche sur des œufs. On marche sur des œufs. Et donc, il faut essayer d'éteindre tous les incendies. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des lois, comme la loi Pleven ou la loi Guesso, qui, évidemment, compte tenu du fait que notre pays est complètement morcelé avec des intérêts très contradictoires et des frottements très importants qui peuvent tout d'un coup apparaître, évidemment, on est obligé d'instaurer une censure pour qu'il n'y ait pas un propos plus haut que l'autre qui mette le feu aux poudres. Et la loi Avia. Alors ça, c'est celle qui vient. C'est la cerise sur le gâteau. Oui. Mais ce n'est pas uniquement des lois pour empêcher la haine, c'est surtout pour canaliser les mauvaises pensées suite à des mauvaises réalités de certains. Parce que, comme vous le savez, certains sont portés en justice. Certains propos sont portés en justice et d'autres pas. Si vous parlez d'invasion migratoire, vous êtes traîné en justice. Le salopard qui a, pardonnez-moi l'expression, s'est exprimé sur France Inter un matin en disant « elle a cramé la cathédrale et on est content » et puis la chanson d'après celui-là, pour l'instant, n'est poursuivi que par les homosexuels. Et d'ailleurs, si on parle, effectivement, quand on parle d'invasion migratoire, si vous voulez, moi je suis toujours un peu étonné parce que des gens qui nous envahiraient ne viendraient pas avec notre consentement. Quand tous les envahisseurs de la France, quand ils venaient, oui, on n'était pas consentants. Non, non. Tandis que là, effectivement, ce n'est pas un envahissement migratoire. C'est une invitation. Vous avez raison. C'est une invitation. À partager, donc, si vous voulez, partager nos bénéfices. Je conçois fort bien qu'il soit interdit de dire qu'ils nous envahissent. Vous avez raison. Et en plus, si vous voulez, je voudrais, et là, pour être très sérieux, je pense malheureusement que tous ces pauvres gens
qui essaye de trouver en Occident un peu de réconfort économique, politique, je ne sais quoi, une certaine liberté, en fin de compte, sont très malheureux dans la situation qu'ils trouvent en arrivant chez nous. De toutes les façons, l'exil est une catastrophe. C'est épouvantable. Il n'y a pas une émission de Perles de Culture dans laquelle je ne le dis Mais pas. évidemment. Et donc, si vous voulez, moi je suis partisan d'aller... Je crois que de nos jours, on ne doit même pas consacrer 1% de notre produit intérieur brut pour aider tous ces pays en difficulté dans le monde. Moi, je serais partisan d'augmenter 2-3 fois ce volume d'argent pour aller aider ces gens. Mais les aider d'une façon conséquente. Et mais on vérifiée. l'a déjà fait, ça s'appelait la colonisation. Ah oui, oh là là. Et ils n'en veulent plus. Donc attention, le problème... attention. D'ailleurs, vous avez remarqué que notre président a condamné la colonisation, Oui. mais pas les colonisateurs. Parce qu'à ce moment-là, il pourrait tomber sous le coup de la loi Pleven ou Guessou. Et oui, parce que ça serait presque à ce moment-là, si vous voulez, un encouragement à la haine contre les pieds noirs, contre les affreux colonisateurs. Non, il a condamné la colonisation. On reste dans une abstraction. On reste dans le substantif. Voilà. Donc, mais ça ne m'étonne pas de cet homme qui est quand même très intelligent. Et donc, je pense qu'il a bien lu la loi Guessou et la loi Pleven. Je l'en félicite. Pierre Lours, nous vous remercions beaucoup. Nous invitons les téléspectateurs à aller sur votre blog, Une clé des champs. Et nous allons donner en illustration un dessin qui m'a été envoyé par un homme, un artiste assez remarquable, justement sur Notre-Dame, qui milite pour que Notre-Dame soit refait à l'identique. Et ça s'appelle Projet KO. Allez voir ces dessins, ils sont magnifiques et on va terminer l'émission avec ce dessin. Très bien. Merci beaucoup Pierre Lours et vous revenez quand vous voulez faire un petit point sur ces messages de bonté, de charité, de générosité qui n'en sont pas. À bientôt. À bientôt. Au revoir chers téléspectateurs.